la nécessité de penser l'impact de l'excès de peur, c'est parce que quelque part, on est tous conscients que nos modèles éducatifs européens, j'en connais pas, je ne sais pas vous prononcer pour les autres parties du monde, mais quand on met un enfant au monde, on se rappelle par là quelque part que ce qui fonde une société, c'est la vulnérabilité. Hein? Un ver de terre à la naissance est beaucoup plus compétent qu'un petit homme. Il sait se déplacer, il sait se nourrir, il sait comment il doit se débrouiller. Un petit homme, il naît fondamentalement immature et par là même vulnérable. Et cette vulnérabilité, c'est ce qui fonde la culture, c'est ce qui fonde la société, parce qu'au fond, quelque part, grâce à cette immaturité, qui est liée naturellement au corps de la femme et à la nécessité que l'accouchement se fasse à une date limite au-delà duquel, naturellement, le bébé ne pourrait pas naître. Une fois qu'il naît, il n'a aucune compétence d'autonomie personnelle, ni ce soit au niveau de son déplacement, de sa manière de communiquer. Et donc, en se rappelant qu'enfant, ça veut dire qu'il n'a pas accès au verbe, le petit être qui naît, naturellement, est un être de communication, mais c'est un être de communication premier, fondamental, lié à la proximité, à l'amour, à la tendresse. Et cette proximité a pour vertu de nous protéger. Et donc, les peurs de l'enfant nous servent à l'accompagner, l'élever et l'éduquer, c'est-à-dire au sens premier du terme, exducere, c'est-à-dire de le conduire dehors, de le mettre au monde, de l'envoyer vers ce monde où les dangers existent. Et donc, il y a dans cette façon de faire famille une gestion lente et progressive, une distillation de la peur. Le monde est dangereux, c'est clair. Le monde est dangereux et les parents vont s'acharner avec les outils qui sont les leurs et les circonstances qui sont celles qu'elles rencontrent. Elles vont tenter de protéger ce petit homme du danger que le monde représente et distiller petit à petit la peur. Et on y vient comme les Égyptiens, dit-on, faisaient avec leurs enfants, qui pouvaient voir les étoiles durant la nuit parce que lorsqu'ils naissaient dans l'obscurité. Et on augmentait très lentement, jour après jour, l'accès à la lumière, de manière à ne pas brûler l'œil du petit homme qui naissait, de manière à ce qu'il ait une vue particulièrement développée par la lenteur et par le processus. Et donc, quelque part, nous naissons tous dans un univers où on nous a raconté des histoires qui nous protègent de la peur, on nous a donné des outils qui protègent de la peur, on nous a raconté des histoires familiales où la peur a été là et où la famille a inventé des outils pour la dépasser. Et donc, la peur, elle fait partie de notre rapport au monde. Elle est là. Elle est censée. Ça a du sens d'avoir peur. Si on n'avait pas peur, quelque part, qu'est-ce que nous serions capables de veiller sur nous? Néanmoins, nous avons aussi plein de mécanismes qui nous permettent d'oublier la peur. On ne monterait pas dans une voiture si on était pétrifié par la peur, alors que la voiture est par essence même un objet dangereux. Donc c'est un rapport assez complexe entre certitude et déni, entre vérité et mensonge, entre certitude et flottement. On a tous des référentiels, parce que vous savez très bien quelque part qu'il n'est pas possible de traiter toute l'information. Et donc on choisit des éléments de cet environnement pour s'orienter. Donc la peur, elle fait partie de l'appareillage constitutif d'un bébé qui vient au monde et qui devient homme ou femme, bien sûr. Et quelque part, j'ai jamais très bien compris pourquoi, mais les virologues, les infectiologues, les épidémiologistes, les politiciens et les gendarmes ont pensé quelque part que la seule chose qu'on pouvait faire, c'est convoquer la peur pour nous amener à adhérer aux mesures sanitaires, ce qui est fondamentalement absurde, puisque quand on ne convoque que la peur, on va éreinter les gens, les épuiser, puisque jamais on ne fournit à côté de la peur l'occasion de fabriquer des outils collectifs pour s'en protéger. Alors on nous dit qu'il faut nous laver les mains, qu'il faut qu'on reste à 1,5 m, qu'on doit tousser dans son coude. Ça, on nous dit, mais ça veut dire quelque part qu'on nous dit comment faire pour que le virus se circule le moins possible. Et c'est tout. On ne nous dit rien d'autre. À aucun moment de la crise sanitaire, les hommes n'ont été amenés à donner leur parole. Sur 11 millions de Belges, il n'y a aucun Belge qui a été invité à prendre parole pour dire « j'ai une idée ». Donc, on n'a pas utilisé les forces vitales d'un groupe pour inventer des manières de faire, et parmi lesquelles il y aurait des manières de se protéger de la peur. On a laissé chacun se débrouiller. Et cette solitude a donné à la peur un impact énorme qui est rentré profondément en nous et qui a produit l'effet inverse de celui qu'ils espéraient. C'est que du coup, quelque part, découragement et
comment dirais-je, un dégagement des mesures et progressivement, on voit bien quelque part que le nombre de personnes qui ne répondent plus aux critères posés par les conseils de concertation, beaucoup de gens désobéissent. Chacun un tout petit peu, mais chacun un tout petit peu de plus en plus. Et quelque part, comme on n'a convoqué que la peur, la seule chose qu'on peut faire par la peur, je vous rappelle ma formule, qui est là, enfin je vous rappelle la formule de Marx, qui est que face à un événement, un homme a trois possibilités. Soit il se pétrifie, ne bouge plus, et donc il tombe dans les pommes. Soit il fait un pas en avant, il part en guerre contre, il se révolte. Soit il recule et il s'enfuit. Et quatrième posture potentielle, il fait un pas de côté et il rigole, ou il pense. C'est un peu ce qui se passe dans la société belge aujourd'hui. On voit des gens qui sont en colère, qui luttent, qui ont un panneau à la main, qui vont en guerre contre. Vous avez une masse de gens qui sont pétrifiés et vous avez toute une série de personnes qui fuient et qui fuient au plus profond de leur psychisme, là où ils sont abîmés. Et nous, on est peut-être ceux qui faisons un pas de côté, qui se disons, essayons de penser la chose, c'est-à-dire quelque part de laisser à la peur la place qu'elle doit avoir, car si nous donnons à la peur le pouvoir, inévitablement derrière, il y a des gens d'extrême droite qui arrivent, que ce soit Bolsonaro, Trump, Erdogan, tous ces gens qui se réapproprient la peur collective pour avoir le droit d'exister comme politiciens. Ce sont des entreteneurs, comment on appelle ça, des gens qui entretiennent la peur avec force et vigueur parce qu'ils savent très bien quelque part que quand les gens ont peur, ils perdent la souplesse de pensée, ils adhèrent à des modèles totalitaires où on ne pense pas, où quelqu'un d'autre pense pour nous, où on est soumis, on se désapproprie de notre corps et de notre pensée, on devient un mouton parmi d'autres moutons et on cesse d'exister comme individu. Donc, quelque part, lutter contre la peur, c'est aussi maintenir un espace public politique de santé mentale où l'on délibère, c'est-à-dire j'écoute ce que l'autre a à dire, j'attends que l'autre écoute ce que j'ai à dire, on invente du compromis, on invente de la négociation, on identifie les points de désaccord, on accepte quelque part qu'éventuellement on a tort et que sa pensée, on peut l'abandonner. C'est dans tous ces moments-là qui font quelque part qu'on est un homme.